La marina de Kourou est un lieu stratégique pour tout visiteur de Guyane. Il y a quelques années, une cabane aux allures de baraque à frites faisait l'affaire, mais aujourd'hui, le bureau d'embarcation a déjà bien changé. Conscient de son pôle d'attraction, le maire de Kourou ne compte pas en rester là. Kourou-sur-Fleuve est une réalité. Je crois que nous renouons avec notre histoire où Kourou était relié à Cayenne par le biais de ce fleuve. Et donc il est prévu, dans le cadre de cette extension, donc la réalisation d'une marina pouvant accueillir plus de 200 anneaux à Kourou. Et également, donc, nous sommes dans la diversification des activités économiques. Et ça passe justement par cette ouverture de Kourou sur le fleuve. Et donc la marina sera réalisée juste dans le prolongement de cette embarcadère pour se rendre aux îles du Salut. Une appel d'offres a été lancé car il faudra 15 millions d'euros pour réaliser ce projet. Une plus grande marina, c'est bien. Encore faut-il avoir l'espace pour y accueillir tous les bateaux. Dans un deuxième temps, il est prévu que le pont soit agrandi pour les pêcheurs. Pour ce faire, il faudra compter une enveloppe de 2 millions d'euros. Nous scindons deux espaces. Un espace donc, exclusivement réservé aux marins pêcheurs avec la réhabilitation de l'existant dans le cadre du partenariat avec la région, parce que nous allons remettre à niveau leur lieu de production avec la pompe détaxée, l'appontement des marins pêcheurs qui sera exclusivement réservé aux marins pêcheurs. Une avancée sur le fleuve à travers donc, cette vue saisissable et où les promeneurs y pourront donc avancer sur le fleuve. C'est bien, bon, pour changer, pour venir bien, pour moi il vient regarder la chose, prendre un bateau pour l'asile, bateau de tourisme, bon. 1,5 million est déjà prévu pour réhabiliter la place sur laquelle donne le pont et la marina. Kourou compte bien s'ouvrir sur son fleuve. Le projet est pour le moment toujours en négociation. Sur les traces des bagnards, hier pour la journée du patrimoine, quel meilleur endroit que les îles du Salut pour s'intéresser à notre histoire. Ici, chaque pierre est précieuse, elle témoigne tour à tour de souffrances humaines ou de civilisations amérindiennes. Pour intéresser les jeunes à notre histoire et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations, Cham organise 5 ateliers de travail. Depuis à peu près 2 ans, nous réalisons les travaux en fait, de restauration du patrimoine bâti sur les îles du Salut en partenariat avec le CNES, la Fondation du patrimoine et bien sûr la DAC de Guyane. Apprendre à tailler la pierre, à enduire, manipuler la chaux ou encore scénariser, la journée s'est avérée très enrichissante pour ces jeunes qui viennent des 4 coins des Antilles. On a commencé par l'atelier de taille de pierre et de pose de pierre avec un groupe mix parce qu'en fait nous sommes plusieurs pays différents. Il y a Saint-Barth, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique. Le mortier et je mets des choses de sable. On est en train de mélanger de la chaux avec du sable pour construire le mur. Donc moi j'aime bien faire, c'est sympa. Oui, il faut un peu de dextérité, mais après c'est des techniques qui s'acquièrent assez rapidement quand même, quoi. Après on prend du plaisir assez rapidement. Ici c'est l'atelier de scénographie. On amène les visiteurs, les jeunes, à questionner l'espace, soit à travers un élément de cet espace, une pierre, une serrurerie, une vue particulière, et donc d'interroger cette vue et de la mettre en valeur. Ou, si la créativité ne vient pas comme ça, c'est de positionner un des objets là-bas, des objets plutôt décontextualisés, des dés, des boules, des choses comme ça. Il n'était pas question de venir travailler sans avoir pris la peine de visiter. Les îles du Salut recèlent le trésor, et c'est près de la piscine des Bagnards, à l'abri des requins et du courant, que l'on finit la journée à raconter l'histoire de l'incarcération de Dreyfus face à l'île du Diable et à sa tristement célèbre cellule. Il est considéré comme l'un des plus beaux cimetières jamais vus, le Père-Lachaise hors concours.
Le petit cimetière sur l'île Royale est placé juste en face de l'île du Diable. Juste en face, et pourtant ce cimetière aurait mérité de donner le même nom à son île. Des enfants, des nourrissons, à l'époque du bagne, il fallait déjà considérer comme un privilège d'être enterré. Il y a des jeunes mamans, mais quand vous regarderez les noms et les âges, vous verrez c'était vraiment que des tout petits. Il existe depuis le tout début, depuis les années 1852-54, et c'est un endroit très charmant. Charmant, le mot laisse songeur. Il est vrai que le lieu est calme et serein. Difficile de croire qu'il puisse y avoir eu de telles souffrances sur cette île. Ici, quelques petites filles de gardiens, mortes en bas âge, elles prennent la relève, enterrées face à la mer, dans ce cimetière abandonné, très émouvant pour le touriste égaré. Elles montent la garde, en digne descendante de surveillants, sur cette île qui est depuis la leur, pour l'éternité. Vue du ciel, les îles du Salut sont magnifiques. Constituées de 3 îlots d'origine volcanique, à 14 km au large de Kourou, l'endroit est mythique. La végétation est dense, les couleurs paradisiaques. L'eau claire donne envie de s'y baigner et les îles de s'y reposer. Mais une fois à terre, c'est une autre histoire. La mer bleue regorge de requins, le courant y est très violent. Difficile, voire impossible, de rejoindre une île à l'autre à la nage. Si l'île Royale et l'île Saint-Joseph sont désormais bien connues du grand public, l'île du Diable, elle, reste inaccessible. Pour la première fois, des caméras de télévision sont autorisées à se poser sur l'île du Diable. L'île des prisonniers politiques, l'île où est resté enfermé Dreyfus d'avril 1895 à juin 1899. Sur l'île du Diable, c'est là qu'il y avait la case dans laquelle Dreyfus a été enfermé. Oui, Dreyfus a été, comme vous le savez, accusé de haute trahison. C'était un capitaine à ce moment-là. Et donc c'est un complot, on l'a découvert évidemment après. Et en particulier, ça a donné ce fameux cri de contestation de Zola, j'accuse, qui a été à l'origine à la fois de la révision du procès de Dreyfus et puis d'autre part de toute une réflexion en France et toute une opposition entre les différents tenants sur l'antisémitisme. C'est une question fondamentale de l'histoire du monde, pas simplement de l'histoire de France. L'île du Diable aurait été baptisée ainsi par les Indiens Galibi, qui ont fait de cette île aux rocheux dépourvue de végétation la résidence de l'Iroquois, c'est-à-dire l'esprit du mal. Rattachée administrativement à la commune de Kourou, cette petite île de 1200 mètres de long et 400 mètres de large rend aujourd'hui à la nature ses droits, et les palmiers recouvrent l'ancien bagne. Le CNES, propriétaire des 3 îles, vient d'élaguer pour que la case d'Alfred Dreyfus soit visible pour les visiteurs depuis les 2 autres îles. On a revu complètement l'ensemble de la toiture, on a mis des tôles nouvelles, revu une partie de la charpente, changé les bois de charpente qu'il nécessitait. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, pour permettre donc que ce travail bénéficie au plus grand nombre, on a élagué et abattu un certain nombre de cocotiers qui prolifèrent abondamment sur l'île pour permettre aux touristes d'avoir la visibilité depuis l'auberge du restaurant qui se trouve sur l'île Royale. Les trajectoires de lanceurs survolent les îles et nous devons les évacuer. Et donc à ce titre-là, eh bien, nous avons reçu la propriété de ces îles-là et la charge de s'occuper de ces îles, de maintenir et d'améliorer finalement le patrimoine historique que nous avons et puis aussi de les rendre accessibles au public. Vous pensez qu'un jour on pourra peut-être visiter cette île aussi, l'île du Diable ? Ça va être difficile parce que vous avez vu comment est la géographie de ces îles avec de nombreux rochers glissants et ce qui rend son accès particulièrement difficile. Et puis au moment des lancements, si nous avions des personnes à évacuer, nous aurions beaucoup de difficultés à gérer finalement ces évacuations en faisant prendre des risques non seulement aux personnes qui s'y trouveraient mais aussi aux forces de secours qui devraient intervenir pour faire évacuer les personnes. Le bagne et ses évasions, le triangle maudit, la terre d'enfer. Quel que soit le nom qu'ont un jour emprunté ces morceaux de terre, les îles du Salut n'ont pas fini de faire rêver. L'île Saint-Joseph.
Choisi pendant la période du bagne comme lieu de réclusion cellulaire, d'asile de fous et de cimetière de surveillants, le traitement des forçats lui valut d'être surnommé la guillotine sèche, la mangeuse d'hommes ou encore l'île du silence. Des ruines importantes y subsistent, seulement elles sont mises à mal par la végétation omniprésente, et pour commencer, c'était le cas de l'escalier qui mène aux cellules. Il avait bien besoin d'être rénové. Cet escalier, en fait, on l'a traité au début de l'année, donc en janvier-février. Ça nous a pris à peu près 2 mois et demi. Donc il fallait vraiment imaginer un escalier complètement délabré, en état de ruinification vraiment très avancé. Il y avait un énorme pied-bois en plein milieu des girons et des contre-marches. Et donc nous sommes partis, nous avons tout déposé entièrement, pratiquement entièrement l'escalier. Et avec les pierres de réemploi, nous avons essayé, avec le résultat que vous voyez derrière, nous avons essayé de le restituer à l'identique comme il était initialement. Une équipe de 8 personnes et 2 mois et demi ont été nécessaires pour rendre cet escalier sécurisant. En haut des marches, des cellules sans toit, des cachots dans le noir complet. Ici aussi, la nature aime à se promener dans les vestiges de notre passé. L'association CHAM, en partenariat avec le CNES, s'efforce de protéger notre patrimoine. On est devant le grand mur d'enceinte du quartier de la réclusion sur Saint-Joseph, donc sur une des entrées principales, la future entrée à travers laquelle on permettra au public de passer. Il y a eu des gros travaux de sécurisation sur la plateforme et là maintenant on attaque une partie des bâtiments avec la proximité donc des cellules et tout des condamnés à mort. On le fait avec une association qui permet à des jeunes d'être en insertion. Et donc là, on est aussi typiquement dans une politique de développement durable et nous essayons de promouvoir aussi l'emploi de jeunes en insertion. Alors ici, sur le patrimoine, mais aussi sur la base, de manière générale, on essaye de promouvoir ce genre de choses en accueillant des jeunes en difficulté. On va remettre le mur comme il était avant, la manière qu'il a été fait. Et pour ça, on retire avant, on taille les pierres, on les nettoie parce qu'on retire tous les trucs végétaux et tout. Et après, on va les reposer de la façon qu'ils étaient avant. Je sais pas si je vais faire ça plus tard, quoi. Ça me plaît bien. Et c'est au-dessus des cellules que pourra bientôt se promener le visiteur insouciant, comme le faisaient jadis les gardiens pour surveiller leurs prisonniers. Une passerelle est en projet. Mon prédécesseur, Michel Véraud, a eu un peu cette idée de créer une plateforme au-dessus des cellules qui permettrait depuis la cour où nous sommes maintenant de monter et d'avoir une vision d'ensemble sur le camp, tout en maintenant le couvert végétal tel qu'il existe aujourd'hui et un état de ruine stabilisé, sans pour autant pouvoir y accéder pour le grand public. Interdire les cellules devenues dangereuses aux visiteurs, mais en échange leur proposer une vue d'ensemble, le projet est en cours. De toute manière, l'île Saint-Joseph abrite la seule plage des îles du Salut sur le côté nord, et c'est là où un poste de la Légion étrangère est établi, alors les visites de l'île resteront toujours le privilège des amoureux d'histoire.